Donc voilà. Donc ici, cette sélection d'un objet rond, mais en fait, on n'utilise quasiment jamais les outils rectangles de sélection et ellipse de sélection. De temps en temps, ce que j'utilise, c'est l'outil rectangle de sélection, par exemple, pour prendre le bas d'une image. Vous voyez? Et puis je module après pour enlever de la sélection ou des choses comme ça. Mais a priori, c'est pas des éléments trop récurrents. Alors, le lasso de sélection ici, hein, l'outil lasso, à quoi ça sert? Bien, bon, je ne vais pas rester dans la métaphore du western parce que j'ai une maison de range devant moi, mais le lasso, ça sert quand même à entourer les pixels pour les capturer, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais par exemple le tour de cette veste ici, là, hein, comme ça, je fais ça très rapidement, et je boucle ma sélection en revenant à peu près dans la zone où j'ai continué, hein, où j'ai commencé. Et donc ça veut dire que il fait une sélection grosso modo comme ça. Alors vous voyez que c'est un petit peu aléatoire, ça dépend de mes tremblements, donc c'est pas un outil très fiable, d'accord? Mais par contre c'est utile pour aller capturer rapidement un petit élément que vous n'avez pas saisi. Alors on va ouvrir un autre fichier cette fois-ci dans donc ce dossier cours Photoshop, dans cours 01 sélection, dans les exemples. On va peut-être prendre la montgolfière, par exemple, ici. Voilà. Donc, vous voyez, je suppose. Hein. Donc, cours 01 sélection, exemple, baguette magique. Alors ici, j'ai un petit menu qui m'est propre parce que j'ai activé la gestion des couleurs. Vous voyez, peut-être que vous n'avez strictement rien et que vous n'aurez jamais ce message-là, mais si jamais vous l'avez, parce que la gestion des couleurs est activée chez vous par hasard ou comme ça, parce que vous savez ce que vous faites, la gestion des couleurs, c'est un truc super important. Et ici, il me dit que il y a une non-concordance des profils incorporés. En général, on essaye de conserver un profil existant, d'accord? Donc, si vous gardez cette logique-là, vous dites, ah bah oui, je conserve jamais supprimé, effectivement. Hein? Même si on fait une bêtise, on va jamais faire une vraie bêtise en conservant un profil. Mais j'en profite quand même pour vous dire, la gestion des couleurs, vous pouvez l'activer ici. Je prends 2 secondes pour vous le montrer. C'est édition couleurs. Vous voyez, il y a ces notions de profil, attribuer un profil, convertir en profil. Mais je vais juste me contenter de vous dire, voilà, activer la gestion des couleurs. Pourquoi activer la gestion des couleurs? Parce que, en fait, ça vous garantit que vos couleurs sont contenues, si vous voulez, dans un espace existant. Ça veut dire quoi, contenu dans un espace existant? C'est un peu comme de dire, j'ai un passeport italien, je suis italien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tel paramètre, je suis né dans l'espace de l'Italie ou pas, enfin ça c'est autre chose, mais j'ai certains paramètres. Donc une image, à partir du moment où elle a un profil, elle suit certains paramètres et donc son affichage est normé, entre guillemets. Si vous voulez, il est référencé au sein d'un espace de couleurs. Donc ici, vous travaillez, par exemple, vous travaillez grosso modo, si je ne m'abuse, dans des images qui sont effectivement affichées à l'écran seulement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un paramètre qui est, non pas couleur à l'écran, parce que ça, je ne sais pas je sais pas ce que ça vaut. Voilà, ouais, couleur à l'écran, c'est vraiment pas correct. Donc on va prendre quelque chose qui est plutôt Web Internet pour l'Europe. D'accord? Web Internet pour l'Europe, ça je pense que c'est bien. Alors, ça utilise quoi? Ça utilise comme profil RVB une espèce de plus petit commun dénominateur. Alors peut-être que c'est un peu restrictif, ça peut-être qu'il faudra en discuter avec vos profs. Peut-être que c'est un profil un petit peu restrictif, mais au moins, a priori, si vous voulez quelque chose qui s'affiche là, va s'afficher sur un autre écran de la façon la plus normée possible. Donc en respectant une espèce d'espace. Bien. Et donc ici, du coup, il va vous faire des remarques. Il va vous dire, tiens, mais il n'y a pas de profil. Vous voyez, si je coche ici profil manquant, il va vous dire, mais il n'y a pas de profil.
qu'est-ce que vous faites? Alors vous allez devoir choisir, vous allez devoir lui dire, prends ce profil-là. Voilà, ça c'est la logique, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça c'est la logique, disons, avec laquelle il vaut mieux travailler. Voilà, donc je suis dans une nouvelle image. Alors c'est évident que je ne vais pas commencer à la sélectionner avec l'outil rectangle ou ellipse, etc. etc. Hein. Je vais utiliser un autre outil, et donc ça va être l'occasion, évidemment, d'utiliser, non pas l'outil lasso, encore une fois, hein, je vous ai déjà dit qu'il n'était pas très utilisable, ou en tout cas certainement pas pour ça, pour des compléments de sélection peut-être, mais pas pour ça. Et donc ici, a priori, on va utiliser l'outil sélection rapide. Comme ça, c'est une bonne façon de le découvrir. Alors, l'outil sélection rapide, comme je vous ai dit, contextuellement, quand on le choisit, on a tous ces paramètres qui apparaissent. Et comme vous voyez, il est déjà, dès le départ, en mode ajout à la sélection. C'est une très bonne idée, parce qu'en réalité, a priori, ce qu'on fait toujours, c'est ajouter à la sélection. Et quand on supprime de la sélection, qu'est-ce qu'on fait? On enfonce la touche option. Et on se retrouve instantanément, si vous voulez, donc si je suis en train d'ajouter à la sélection, j'enlève de la sélection en enfonçant la touche Alt. Vous voyez qu'il y a un petit moins qui apparaît. D'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors là, je vous le fais, mais je vais quand même vous détailler d'abord les options. Hein. Donc je reste sur ajouter à la sélection. Alors j'ai une valeur ici, qui est chez moi de 12, chez vous probablement de 30, parce que par défaut c'est de 30. Hein. Ça c'est la largeur de mon point de sélection. D'accord? C'est la largeur de mon faisceau de sélection. Alors ici, il est sur 12 pour moi. Pourquoi? Parce que en fait, je préfère que ma sélection soit très précise. Ça permet en fait que Photoshop n'avale pas des grands pans de l'image. Et en général, je reste sur 10 ou 12 pixels comme ça. D'accord? Sauf dans des zones où je dois aller très vite parce que de toute façon, c'est pas très précis ce que je dois faire. D'accord? Donc, autour de 10-15. Ensuite, accentuation automatique, c'est extrêmement important de choisir accentuation automatique. Et c'est pas choisi par défaut. D'accord? Échantillonner tous les calques, s'il y a plusieurs calques, a priori c'est utile en général d'échantillonner tous les calques, mais on n'a pas encore vu les sélections multicalques, donc voilà, a priori on coche les deux. Alors maintenant je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Un petit zoom sur l'outil même pour vous le faire comprendre. Vous avez en fait ce que ça symbolise ici, c'est un chemin de sélection, hein, donc ces petits pointillés qui adviennent quand on fait une sélection, et un pinceau, d'accord? Donc c'est exactement ça. Je vais peindre de la sélection quand je fais ça. Et donc je dis à Photoshop, je me déplace ici sur le ballon, hein, ou sur la montgolfière, ou sur n'importe quel... Et vous voyez que je dis à Photoshop, prends ça, avance là-dessus, prends cette zone-là, sélectionne cette zone-là, encore, là, tac, tac, tac. Et lui, comme c'est des zones contiguës, mais dont il ne comprend pas la logique, peut-être que vous avez une autre image, eh bien, je suis un peu obligé de sérieusement lui mâcher le travail. Et puis, à un moment, paf, il bascule, il comprend que je veux sélectionner tout ce qui est de cette zone-là. Il y a une espèce d'intelligence quand même dans l'outil qui se déploie au fur et à mesure qu'on travaille sur une image. C'est assez particulier de voir, tiens, il comprend ce qu'on veut. Alors, en même temps qu'il faut, vous voyez, tac, 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 il reprend, tout dépend à la fois de la montgolfière, en même temps qu'il faut comprendre sa logique. Et donc, c'est important de le faire en sachant bien comment ça fonctionne et comment ça ne fonctionne pas correctement. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, c'est un peu simple, j'ai simplement balayé. Oui, mais j'ai pas été trop près des transitions. Je n'ai jamais, à aucun moment, approché, par exemple, du ciel. D'accord? Donc, il n'y a pas eu de doute dans l'esprit, dans la tête, entre guillemets, de cet outil, quant au fait qu'il devait sélectionner le ciel ou pas. Alors maintenant, je vais descendre sur la nacelle. Je continue à faire ma sélection. Tac, 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 voilà. Ma nacelle est sélectionnée. Je vais un peu zoomer. Alors, c'est le moment de vous expliquer comment on zoome en Photoshop. Bien sûr, on peut aller chercher l'outil zoom ici, cliquer sur l'outil zoom et cliquer sur... a priori,
Je veux dire, je ne fais plus jamais ça, quoi. D'accord? Donc, si vous voulez le faire et que vous n'êtes pas très outil, ben, vous pouvez appuyer sur la touche Z de votre clavier pour activer l'outil Zoom et cliquer. Mais sinon, a priori, en fait, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On enfonce commande ou contrôle et la barre d'espace. Vous voyez? Commande ou contrôle et la barre d'espace et on se retrouve avec l'outil Zoom qui est appliqué. Autre possibilité, on enfonce, si on a une souris à roulette, alors ça c'est super, les souris à roulette pour ça, ou bien une souris Apple comme celle-ci, avec une roulette ou pas, ça dépend, hein. On enfonce la touche Option ou Alt et on fait défiler la roulette vers le bas pour monter, vers le haut pour dézoomer, vers le bas pour zoomer et vers le haut pour dézoomer. D'accord ? Et donc, je peaufine ma sélection. Alors, ça va sans dire que quand je fais de la sélection, ben, je fais un truc très, très, très rapide, comme ça. Et puis, je zoome pour vérifier ma sélection et pour l'améliorer. D'accord ? Alors là, je suis en train de cliquer sur Photoshop pour lui dire « Prends la nacelle ». Mais je ne sais pas si vous voyez ça, il est un peu réticent. Pourquoi? Parce que la densité de la nacelle et la densité du ciel à côté sont à peu près similaires. Donc il est en train de se demander, mais il veut quoi là? Il veut que je sélectionne quoi? Parce que pour lui, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas vraiment de différence. D'accord? Il y a une différence entre le ciel et le corps de la montgolfière. Ça oui, bien sûr, le gros vert, le bleu, là, tout ça. Mais pas ici. Donc ça fonctionne par densité. Ici. Bien, je continue ici mes histoires de zoom. Je vais dézoomer en faisant Alt et en montant, en montant dans ma souris. Hein, et puis je me déplace alors dans mon image, ici simplement avec la souris, en montant et en descendant mon doigt. Si vous avez une roulette en montant ou en descendant, si vous avez une tablette qui peut utiliser les doigts, ben avec 2 doigts. Si vous avez un trackpad avec 2 doigts, enfin bref, vous avez plein de possibilités. J'ai pas pris ma tablette, ça j'ai oublié. Si vous avez un trackpad, effectivement, ça marche comme ça, hein, avec les 2 doigts. Vous montez comme ça, et vous pouvez évidemment aussi, je sais plus comment on dit, pincer comme ça. Moi je trouve ça un peu, j'aime pas trop, donc voilà. Ça va? Mais ça fonctionne aussi, hein, ouvrir, descendre, comme ça. En tout cas, trouvez le moyen qui vous convient de pouvoir zoomer le plus vite possible, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps en Photoshop. Donc, il faut vraiment que vous soyez un peu efficace avec cet outil-là. D'accord? Bien. Ça va jusqu'ici? Il n'y a pas de questions? Oui, interrompez-moi si vous avez des questions. Moi, je cause. De toute façon, si vous ne m'interrompez pas, je continue jusqu'à la fin. Donc, si vous en avez, ça vaut la peine en plus parce que vous allez certainement poser, si vous posez une question, d'autres se la posent en même temps que vous. Il y a beaucoup de chances pour ça. D'accord? Alors, on va ouvrir une autre image ici qui, je pense, est dans le même dossier. Oui, c'est ça. Et elle s'appelle Otrante. Alors, Otrante, c'est une ville. Comme ça, je vous montre un petit peu l'interface de Photoshop par rapport au fait d'avoir plusieurs documents, par rapport au fait de faire un photomontage, de passer d'un document à l'autre, et de voir comment ça se passe. Alors, si je me souviens bien, il n'y a pas de raccourci clavier. Si, il y en a un, c'est ça. Il y en a un pour passer d'un document à l'autre, c'est CTRL majuscule tabulation. Bon, sur PC, je suis pas sûr. Faudrait que quelqu'un d'entre vous essaye. Ok, merci. Alors sinon, évidemment, il y a le menu fenêtre et vous faites. Bon, je vais fermer mes ondranes, j'en ai plus besoin. Le menu fenêtre et puis on passe d'une fenêtre à l'autre. Hein. Mais aussi, et alors là, ça devient super intéressant. On peut réorganiser ça. Donc, dans le menu fenêtre, vous avez ici la notion de vignette. Alors, si vous travaillez, par exemple, de façon comparative, vous avez, je sais pas moi, 3 versions d'un même document, hein, ou 3 personnages que vous travaillez en même temps, eh bien, vous faites ici, ici, il n'y a que deux images, évidemment, mais donc, moi, j'ai 2 vignettes verticales.
Hein. Donc vous pouvez afficher concurremment deux images et il va être intelligent, il va les mettre l'un à côté de l'autre. Et si vous dézoomez sur une des images, là j'ai fait commande ou contrôle plus, ce qui m'arrive. Vous pouvez aussi aller ici et faire correspondre le zoom dans l'autre image. Enfin, c'est un truc comme ça. Mais du coup, il faut que la résolution soit identique, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ça va? Bon, ici, donc, je vous le montre simplement parce que on va évidemment prendre la montgolfière et la mettre dans le ciel de l'autre image. Ça, vous avez compris. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire des copier-coller, hein, que c'était comme dans un traitement de texte, bien sûr. Alors, vous pouvez le faire, hein, mais clic droit, copier, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, moi, ce que j'ai plutôt tendance à faire, c'est commande C, CTRL C, ou alors, soyons plus radicaux, c'est plus simple, vous appuyez sur la touche V de votre clavier, vous avez l'outil déplacement qui vient, et l'outil déplacement, ben, ça sert à déplacer, donc on prend la montgolfière et on la déplace dans l'autre. Si vous avez gardé vos deux fenêtres l'une derrière l'autre et que vous êtes je sais pas moi, comme ça par exemple, et que vous êtes en train de vous dire zut, qu'est-ce qu'il fait, etc. Vous pouvez faire autrement. Alors ça c'est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus gag, mais c'est intéressant. On a donc toujours cet outil déplacement qui est actif. Hein, on se met au milieu de la montgolfière. On a du coup, en fait, si vous regardez l'interface, des petits ciseaux qui s'activent. Hein, donc ça veut dire qu'il est prêt à piquer les pixels de ma sélection. Et donc je prends et puis je monte jusqu'à l'onglet de l'autre image. Et puis je redescends. Ça c'est plus sport en fait. C'est plus démo comme ça. D'accord ? Donc copier-coller, ça fonctionne, afficher l'un l'autre, tout ça fonctionne, il n'y a pas de problème, on fait juste... Alors qu'est-ce qui vient de se passer, à part l'apparition de la montgolfière, au niveau des calques ici, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que la copie d'un élément, la copie de pixels, et le fait de coller les pixels dans l'autre document a créé donc un calque. D'accord ? Le calque 01, le calque 1, qui est venu se mettre au-dessus de l'arrière-plan. Alors les calques, c'est toujours comme ça, c'est toujours un au-dessus de l'autre, et donc les choses se superposent avec cette vieille logique qui vient peut-être de la photogravure. On empile, quoi. Ça va ? Et donc ici, effectivement, si je garde mon outil déplacement, je peux bouger mon image comme ça. Si vous avez fait un copier-coller, ben, la montgolfière est venue se mettre exactement au centre de l'image. Ce qui est intéressant, ça peut parfois être vachement utile de mettre pile au centre un élément. D'accord ? Alors ici, j'ai donc ma montgolfière qui vient. Alors, une des premières choses qu'on fait, alors rassurez-vous, hein, je vais continuer sur la sélection, mais c'est juste parce que j'essaie d'avoir un fil logique. Une des premières choses qu'on fait par rapport à ça, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire avec cet objet qui est maintenant isolé sur ce calque. Quelles sont les interactions? Mais je peux, comme d'habitude, ici, supprimer, remplir, faire un contour, etc. D'accord? Je peux désélectionner le calque, ici, désélectionner l'objet, ou des choses pareilles, d'accord? Mais surtout, ce qui est le plus important, et c'est ce que vous allez probablement utiliser le plus souvent, vous pouvez faire une transformation de cet objet, d'accord? Alors, les transformations ici, ça équivaut à une transformation manuelle, après vous avez le choix, ou bien vous faites transformation, et puis vous avez ce sous-menu qui vient, dans lequel vous avez, alors c'est pour faire une seule transformation. Et ici, vous avez donc l'ensemble des transformations possibles en Photoshop. Alors en mode ici, c'est agrandissement, diminution, hein. Rotation, inclinaison, torsion. Torsion, c'est on prend un des quatre points de sélection et on tire. Perspective, on en prend deux et on agrandit ou on diminue. Et déformation, on fait n'importe quoi. Rotation, vous comprenez. La symétrie, ok. Donc on va en faire quelques-uns pour analyser ça. Et donc je vais vous montrer d'abord transformation manuelle. En fait, il attend. Et donc il y a
les 8 points de sélection autour de l'objet. Hein, et donc, voilà, simplement, il est en stand-by. Et c'est avec un clic droit que je vais déterminer ma transformation. Et du coup, je peux les faire les unes après les autres, évidemment. D'accord ? Alors, avec cette transformation qui vient de s'activer, bon, bah, donc, le premier truc que je peux faire, c'est tirer dessus pour diminuer et agrandir. Hein. Ça, c'est l'homothétie, tout naturellement, qui vient se faire. Si vous avez la version CC 2019, vous n'avez pas besoin d'enfoncer majuscule pour garder la contrainte des rapports de hauteur et de largeur. Si vous avez toutes les autres versions, si. Ou bien d'aller chercher ici, en haut, dans la barre des options, ce petit truc, ce petit symbole de chaîne qui donc doit être marqué génériquement, en général, et donc qui marque la conservation de la proportion. Je fais une petite remarque là-dessus parce que ça peut être parfois une notion non comprise ou non assimilée. Il est inadmissible de déformer une photo, donc de prendre la largeur, d'agrandir la largeur, et on s'en fout de la hauteur. Et puis on met ça en page, et alors on a parfois des images écrasées. Donc il faut toujours tenir compte de la diagonale de l'image. Je vous avais déjà dit avec le 16-9 et Caltière, hein, quand il y a des gens qui regardent un ballon de foot et que ça devient un ballon de rugby. Alors, ce que je peux faire encore, donc si je suis sur un des 4 coins, ben, j'agrandis, je diminue, ok. Et si je suis un peu à côté, pas sûr, mais un peu à côté, vous voyez qu'il y a dans l'interface ici les petites flèches, ben, vous avez compris, hein, c'est pour faire une rotation, d'accord? Donc ça, c'est ce que je peux faire naturellement, hein, les rotations, etc. Et alors, comme Photoshop est un logiciel extrêmement complet, je peux également mettre ici des valeurs, hein, des valeurs d'agrandissement ou de diminution. Hein. Je clique sur le L et je peux passer de gauche à droite pour agrandir ma photo. Donc il y a toujours 15 façons de faire les choses en Photoshop. Ça, c'est vous qui choisissez la meilleure. Hein. Je peux aussi taper une valeur ici dans ma rotation et la changer. Vous voyez? Hop, hop, je vais attendre qu'il arrête de... Oups, voilà. Et je valide en faisant Enter ou bien en cliquant sur le petit V ici. D'accord? Alors, je continue. Je vais revenir en arrière sur ce que j'ai fait. J'en profite pour rentrer dans la notion d'historique. Alors, l'historique, c'est cette icône-ci ou bien le menu fenêtre historique. Alors, c'est un truc fondamental en Photoshop. Ici, je l'ouvre un petit peu. Voilà, bon, vous voyez que sur cette image-ci, ben, j'ai 6 modifications. Si je clique sur un des états, j'ai donc pas cliqué sur l'icône, pas cliqué là, juste cliqué sur le mot, sur le mot de l'état, quoi. Hein. Je rentre dans l'action, si vous voulez, dans la dernière action qui a été faite. Donc ça veut dire que c'est comme ça que fonctionne le commande ou contrôle Alt-Z en Photoshop. Hein, c'est je vois les états successifs. Alors, première chose, c'est que si vous travaillez beaucoup en Photoshop, c'est intéressant d'aller dans les préférences et d'aller dans les préférences de performance. Alors, sur Windows, c'est édition, préférences, performance, et de mettre les états d'historique à au moins 100. Vous voyez ? Vous avez tous des machines qui tiennent la route a priori, mettez au moins 100. Mais pas les 50 qu'il y a par défaut, parce que quand vous faites une erreur, c'est vraiment parfois dommage de pas pouvoir revenir en arrière, quoi. 100, 120, un truc comme ça, ça prend un peu d'espace disque et tout ça, mais c'est pas grave. A priori, on a tous des disques durs qui tiennent la route. Alors, aussi, par rapport à ça, vous pouvez tous régler vos préférences à ça. Vous voyez, il y a le niveau de cache 4 et la taille de la mosaïque du cache 1024. Ça, c'est les réglages qui fonctionnent bien pour les performances de Photoshop. D'après des gens qui s'y connaissent et qui ont fait plein d'essais, on leur fait confiance.
Et aussi, si jamais vous avez énormément de RAM parce que vous avez une bête de course, vous pouvez allouer plus de mémoire. Alors en général, on alloue 70% de la mémoire à Photoshop parce qu'on travaille essentiellement en Photoshop et pas concurremment avec plusieurs logiciels. D'accord? J'imagine que préférence est un cours à lui tout seul, quoi. Alors, il y a un autre truc par rapport à la préférence. Ça, ça peut vous intéresser, ça. Le côté look dans l'interface, comme ça. Tout en noir, tout en gris, gris clair, tout blanc, comme vous voulez. Hein. Ça, voilà, bon, comme ça, vous le faites. Hein, vous choisissez. Moi, je sais pas, j'ai tendance à me mettre assez clair. Aussi parce que je donne cours, je suppose. Et alors, dans les outils, ce qui peut être intéressant, c'est de décocher les infobulles riches. Parce que les infobulles riches vont vous pourrir la vie. À tout le temps vous expliquer quoi, ce que c'est, alors que vous commencez à le savoir déjà au bout d'une heure de travail en Photoshop. Il y a Zoom avec molette de défilement pour les souris à molette, qui peut être intéressant. Et encore, un truc qui est intéressant, c'est les curseurs. Alors ça, c'est fondamental en Photoshop, c'est que on travaille, merci, on travaille avec des outils. Alors quand vous dessinez, quand vous peignez, mettez ici taille réelle de la pointe, hein, plutôt que standard. Standard, ben, vous avez l'icône du pinceau. C'est un peu nulard. Donc mettez pointe standard ou bien taille réelle de la pointe, ce qui est encore mieux, parce que pour le pinceau, vous allez travailler avec... c'est intéressant de voir à peu près ce que ça va donner, on va dire. Alors les autres curseurs, c'est pas standard. Ça m'intéresse pas de voir une pipette. C'est mignon de voir une pipette, mais je préfère avoir un croisillon qui me dit à quel endroit je pointe exactement. Hein, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est édition, préférence, et puis curseur, espace de travail, etc. etc. Voilà. Unité et règles. Alors, unité et règles, effectivement. Si vous travaillez en pixels, les règles, c'est mieux de les avoir en pixels. Hein, effectivement. Vous pouvez les changer au vol. Le texte, c'est toujours... Ouais. Voilà. Alors, pour surtransformation manuelle encore, hein, je reviens, je vais encore modifier mon truc là. Voilà, je rappelle ma forme avec ma montgolfière, juste pour vous montrer un tout petit peu encore les options ici. Si vous ne l'avez pas encore fait vous-même, la torsion, c'est prendre un des 4 points et l'étirer. D'accord ? La perspective, c'est vraiment ce rapport contré. Bon, là, je l'ai déjà un peu niqué, ma montgolfière, mais bon, voilà. Je ne sais pas si vous allez utiliser ça beaucoup. Par contre, déformation, ça peut être intéressant parce que ça veut dire qu'une certaine zone, par exemple, je ne sais pas moi, d'un personnage ou quelque chose comme ça, vous pouvez vouloir l'écraser un petit peu ou le gonfler un petit peu. Vous voyez ? Ça fait un peu... c'est vraiment comme si on creusait les choses. Ça peut être intéressant à certains moments. Voilà. Ben, je vais le faire ici volontairement, dépasser mes pixels. Donc je fais Enter. Et vous voyez que mes pixels sortent, les pixels de ma montgolfière sortent de l'espace de la photo. Évidemment, vous pouvez même aller les cacher tout au bout. Hein. Là, ma montgolfière a disparu, je peux la faire revenir, etc. Juste pour vous dire qu'un objet sur un calque peut effectivement être repris comme ça. Hein. Mais que si jamais vous voulez adapter, par exemple, vous avez un agrandissement, etc., vous voulez adapter l'image, ben c'est toujours possible de faire ça. Hein. Si vous avez, par exemple, vous avez besoin d'agrandir votre image à la surface de quelque chose qui a été modifié sur un calque, c'est toujours possible avec le menu Image, tout faire apparaître. Comme ça. Hop. Et du coup, il ajoute du blanc sur le côté. Image, tout faire apparaître. Bon, on va continuer maintenant, par contre, sur les sélections, ce qui va nous permettre de faire des autres types de détourage et reprendre la logique des détourages. Laissez-moi regarder un petit peu quel... Ouais. Alors on va prendre le Schtroumpf ici qui se trouve dans l'assaut magnétique.
Ouais, vas-y. Hein, donc, je remontre pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, cours 01, sélection, exemple, lasso magnétique. Donc, il me reste une. Okay. Oui. Alors, je reprends pour que vous compreniez bien maintenant, pour que tout le monde soit sûr de bien comprendre comment fonctionne cet outil sélection rapide. Alors, reprenez les valeurs. Si vous n'avez pas, si vous avez autre chose que 12 ici, mettez peut-être entre 12 et 15 ici, hein, si vous n'avez pas 30. Vous pouvez faire ça avec un clic droit. Ici, je pense, sur la... Non, même pas cette fois-ci. Je pense ça c'est pour... c'est sur le pinceau. Et donc ici, je vais donc sélectionner le monsieur, la statue. Ça va très vite parce que les couleurs sont homogènes. D'accord? Et même il comprend très vite. Parce qu'encore une fois, c'est très détaché. L'ombre là lui fait quelque chose de très détaché. Voilà, j'imagine que vous avez fait le truc. Hein? D'accord? Si vous utilisez un autre outil, genre baguette magique, vous allez devoir faire ça en plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je ne m'attarde même pas à la baguette magique. Je vous le montrerai pour un autre cas. Est-ce qu'on peut retirer la zone 2? C'est ce que j'allais faire. Et donc, je t'en prie. Par contre, vous voyez en zoomant ici que la sélection n'a pas été parfaite. Parce que justement ici, vous voyez que pour lui, la densité est identique. C'est pas la couleur qui compte pour lui, c'est la densité. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va enfoncer Alt et on va désélectionner cette zone-là. Voilà, comme ça. Et puis on va désélectionner cette zone-ci, comme ça. Et puis je me balade avec ma souris, je vais rajouter cette zone-ci. Puis je vais continuer à le parcourir. Je vais faire le tour en fait de ma... Bon, ici c'est un peu inutile de le faire parce que la sélection est grosso modo très bonne. Et à l'endroit où il y a des problèmes, mais de toute façon, c'est pas avec cet outil-ci que je vais les assurer. Hein. Vous voyez, grosso modo, vous avez un truc comme ça, mettons. Hein. Vous avez quelque chose qui suit à peu près le parcours. D'accord? Puis on revient à 0 en faisant commande majuscule 0 ou contrôle majuscule 0. Comme ça, c'est affichage taille écran. Et donc, on a une sélection. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette sélection? Je vous avais dit qu'il y avait, tout à l'heure, je vous ai parlé de sélectionner et masquer. Alors, sélectionner et masquer, c'est dans la dernière version. Sinon, ça s'appelle... dites-moi. J'ai oublié. Le bouton en haut, là, quand on a quelque chose d'actif ici. Dans les versions CC 2018, c'est... je sais pas. Améliorer la sélection, c'est ça? À mon avis, ils ont tous la dernière version. Je crois aussi. Ça va. On va prendre améliorer la sélection. De toute façon, c'est pas différent. Ou sélectionner et masquer. Et on rentre. Faites attention, du coup, Photoshop s'extrait de l'interface dans laquelle on était et on rentre dans une interface nouvelle. Hein, même si voilà, il n'y a plus les calques. Enfin bon, vous voyez. Hein. Et donc ici, j'ai une interface qui ne sert qu'à régler ma sélection. Ça va? Alors, d'abord, ici, j'ai plusieurs modes de sélection. Alors, il y a un raccourci clavier qui me permet... Voilà, c'est... Non, c'est pas Y, voilà, j'ai oublié. Pop, pop, pop. Je sais pas si c'est pas F. Oui, c'est ça, c'est F. Le raccourci clavier F, de taper la touche F, donc, me permet de passer de mode en mode pour déterminer la façon de voir cette sélection la plus opérationnelle pour moi. Ici, j'ai un fond gris. J'ai un objet foncé et un fond gris. Hein? Donc, c'est clair que je vais le mettre plutôt sur un fond blanc. D'accord? Si par contre, j'avais un fond clair, etc., je voudrais le mettre sur un fond noir. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de voir. Mais donc... Vous pouvez ici cliquer dans ce truc-ci ou bien aller taper sur la lettre F au fur et à mesure. Et j'ai une opacité également. Je peux mettre mon blanc à fond ou faire réapparaître le fond. Donc ici, ceux qui ont la version précédente, il n'y a pas ce réglage d'opacité. Bien. Alors qu'est-ce que je fais avec tout ça?
Le but, évidemment, est d'avoir une sélection opérationnelle le plus vite possible, sans perdre son temps. D'accord? Alors, première chose à voir, c'est que si j'utilise l'outil Zoom ici, commande, contrôle, barre d'espacement, vous voyez que c'est assez cradingue ici dans ce bout-là, dans ce coin-là, parce que la sélection rejoignait une zone où il y avait des pixels de même densité. D'accord? Donc, côté droit, elle est lisse, ou assez lisse, c'est pas trop mal, je trouve, voilà, vous voyez, c'est même ici pas mal du tout. Et ici, côté gauche, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On règle le paramètre du contraste. Vous voyez? J'augmente le contraste et je vais l'augmenter de façon à détacher les pixels, et puis je vais augmenter le lissage également. Alors, le lissage, jamais exagéré sur le lissage, mais en augmentant le contraste, je vais rendre ma sélection plus nette. D'accord? Vous voyez qu'ici, c'est un réglage de contraste et de lissage, une combinaison des deux, qui font que ma sélection va devenir correcte. Alors, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà pas mal. Alors, je peux corriger cette sélection. D'accord? Une fois que j'arrive à ce résultat-là, il y a d'autres paramètres, bien sûr, ici, vous voyez, décalage du contour, mais on verra plus tard. Le seul que vous n'utiliserez jamais, ou qu'il vaut mieux pas utiliser, c'est le contour progressif. Et vous voyez que le lissage, je ne suis pas à une valeur trop élevée. Je reste à entre 2 et 4. Eh bien, je vais pouvoir modifier cette sélection avec l'outil sélection rapide qui est ici encore. Donc ça veut dire que je vais pouvoir remodifier encore. Vous voyez ici le petit bout qui a l'espèce de petite tute là chez vous, ce sera pas pareil, mais je vais enfoncer la touche Alt et continuer ma sélection. Vous voyez, je vais améliorer ma sélection ici. Alors, c'est très important d'avoir une valeur ici qui soit très faible, évidemment. La valeur ici est de 4. Vous pouvez même encore peut-être la diminuer, enfin ça dépend, 4 ça va. Mais donc, j'ai une valeur très très faible pour peaufiner vraiment ma sélection. Alors, qu'est-ce que je fais ici? C'est très important de le comprendre. Je repousse en réalité ma sélection. Donc, je me mets vraiment sur le bord de cette sélection et je la repousse un tout petit peu. Au lieu de cliquer en plein milieu, si je clique en plein milieu, qu'est-ce qui va se passer? Photoshop va rien comprendre du tout. Parce que je vais lui dire, sélectionne ça. Mais lui, il est au milieu d'une zone à sélectionner et à pas sélectionner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au contraire, on se met dans la zone à ne pas sélectionner, on enfonce Alt et on repousse un petit peu la sélection. Tout en ne rentrant pas dedans, si je peux m'exprimer comme ça. D'accord? Ça demande un tout petit peu de doigté au début, mais cette technique vous permet de récupérer une sélection et de peaufiner un travail qui vous demanderait pas mal de boulot sans ça. D'accord? Alors, je peux améliorer la sélection, mais ici, c'est pas de mise. J'ai également un outil lasso. Ici, vous voyez le retour de l'outil lasso. Je peux ajouter de la sélection ou soustraire de la sélection. Alors là, je vais le faire un petit peu, juste pour vous faire comprendre. Je vais supprimer de la sélection dans ce bord-là. Pourquoi? Parce que j'ai une ombre qui a fait des espèces de vagues comme ça. Et voilà, regardez, il a lissé du coup. Voilà, je fais ça comme ça. J'entoure une zone de pixels qui n'était pas sélectionnée. Je vais encore le faire là pour que vous puissiez voir. Et du coup, c'est tranché. Vous voyez? Je dois peut-être augmenter du coup le lissage ou revenir un peu sur le lissage pour remodeler ma sélection. D'accord? Bien, alors je reviens à 0, commande ou contrôle majuscule 0. Et qu'est-ce que je vais faire avec ceci? Alors si je fais OK, ce qui va valider, c'est ceci, sortie vert. D'accord? Donc il va faire une sélection. Je n'ai pas encore fait OK. Je peux par contre ici déterminer que la sélection que j'ai opérée, que j'ai modifiée, que j'ai peaufinée, donne un masque de fusion. Alors un masque de fusion, c'est quoi? C'est relativement simple à comprendre, malgré que ce soit un terme qu'on ne connaisse pas. Simplement, ça masque le reste qui n'est pas sélectionné et ça met du noir sur ce qui n'est pas sélectionné.
Donc je vous propose de faire ça, comme ça on découvre le masque de fusion également, mais je vous montre quand même qu'on peut faire un nouveau calque avec cette sélection. Donc vous imaginez, vous sélectionnez un personnage, vous voulez l'isoler sur un calque pour le coloriser, ben c'est très pratique évidemment de faire un nouveau calque avec ce personnage par exemple. D'accord? Bon voilà, je vais faire un masque de fusion, mais je peux aussi créer un nouveau document avec cette sélection. Hein, je passe mon temps à faire une sélection très propre, je l'isole sur un nouveau document après, d'accord? Donc ici, je fais masque de fusion et je fais OK. Alors dans l'interface de Photoshop, ce qui s'est passé au niveau des calques, c'est ceci. Hein, donc comme je vous disais, un masque, ça met du noir sur ce que ça masque, tout simplement. Hein, le blanc laisse passer les pixels, le noir masque les pixels. Vous avez donc les deux qui viennent. Et il y a un petit lien entre le masque, la vignette du masque de fusion, et l'image. Lien qui indique en fait que les deux sont collés, que si vous bougez l'image, bah, tout simplement le masque va suivre. Ça peut être intéressant parfois de le débouger, de le déloquer, de le délier, pour pouvoir par exemple modifier un petit peu le masque de fusion ou quelque chose comme ça. Mais c'est un détail. Donc maintenant, on a une sélection. Alors c'est intéressant de comprendre du coup comment marchent les calques. On va faire un tout petit peu de gestion des calques. On va créer un calque, soit en allant ici sur cette petite icône de création de calque, soit en allant ici dans le menu, soit en créant, en faisant commande majuscule N. Un nouveau calque, c'est pareil, de toute façon, simplement ici ça permet de donner un nom déjà à ce calque. Allez, je l'appelle fond. Hein. Et de déterminer un masque de fusion qui est lié à ça, mais soit, c'est un détail. Voilà, par défaut, comme c'était je sélectionnais un calque, il va se mettre au-dessus, mais je peux donc déjà le mettre en dessous, simplement en cliquant et en insistant un petit peu jusqu'à ce que ce calque passe au-dessus. Hein. Donc je peux changer l'ordre de mes calques. Si je crée un calque comme ça, je peux les modifier comme ça sans problème. Alors ce fond, évidemment, je vais le remplir avec une couleur, comme ça on observe également le résultat du détourage et on vérifie aussi le détourage. Hein. Donc ici, je vais faire ce dont je vous avais parlé avant, hein, édition remplir, et je vais faire couleur 3 petits points. Comme ça, je détermine moi au vol ma couleur. Alors ici, on rentre dans le sélecteur de couleurs de Photoshop avec lequel vous allez beaucoup travailler quand vous choisirez vos couleurs. Il y a d'autres façons de faire, mais enfin celle-là est intéressante. C'est la même chose que de cliquer ici en réalité, hein, dans ce carré qui se trouve en bas de la palette des outils. D'accord? Donc ce sélecteur de couleurs ici, vous voyez, vous n'aurez certainement pas la même chose que moi. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer sur T pour teinte. D'accord? Si vous cliquez sur T, vous allez avoir toute la roue des couleurs qui se détermine ici. On parle de cercle chromatique. Alors ce cercle chromatique, il fait 360 degrés. Et on se trouve, moi dans mes verts ici, je me trouve dans les 133 degrés, etc., etc. Soit, ok. Bien. L'important, c'est de comprendre que si je clique sur cette petite réglette blanche ici, je parcours toute la roue chromatique, quelle que soit ma valeur de teinte, quelle que soit ma valeur de saturation ou de luminosité. Je n'agis que sur la teinte, donc la couleur. D'accord? Et donc je parcours ici, puis je m'arrête quand ça me plaît. D'accord? Et puis je vais maintenant modifier la saturation. Je vais cliquer sur saturation, ou bien je peux prendre mon petit curseur et jouer, mais simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors la saturation, c'est en quelque sorte la quantité de couleurs. Vous voyez ici, en bas, je suis tout gris. Si je reviens sur T, c'est l'axe en fait horizontal. Je suis très saturé ici à droite et je suis désaturé à gauche. Je vais vers le gris, vers l'absence de couleur. D'accord? C'est ça en fait. Donc ici, si je prends le curseur de saturation, je passe de 0 à 100. Vous voyez que je passe de gauche à droite sur mon axe. Hein? Et le dernier axe, évidemment, c'est la luminosité. Ça, c'est l'axe le plus simple. C'est je vais en haut,
un maximum de couleurs, un maximum de luminosité, et je vais en bas un minimum de luminosité, hein, comme ça, d'accord? Donc on est sur 3 axes finalement, d'accord? Teinte, saturation, luminosité. Donc voilà, je me prends une couleur quelconque, avec le petit point d'exclamation ici, mais qui concerne en réalité que si vous posez la question, que les couleurs imprimables, donc a priori vous vous en foutez. Et ok, et on a donc un splendide fond vert. J'aime pas du tout cette couleur, je suis désolé. Voilà, donc on a un splendide fond vert, mais qui me permet de juger quand même de mon détourage, peut-être plus efficacement que si c'était sur un fond blanc ou un fond vert. Alors on va changer d'image. On va faire encore un photomontage, parce qu'il reste une toute petite demi-heure. Qu'est-ce qu'on va faire? Touk touk touk. J'essaye de voir. Touk 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 touk. Il n'y a pas de questions sinon jusqu'à maintenant? Enfin, je dis, y a-t-il des questions? Voilà. Soyons positifs. Ben, je vous propose de faire un truc un petit peu plus aventureux, un petit peu plus compliqué, mais comme a priori, ben, de 1, vous avez l'explicatif ici, le PDF, et de 2, vous avez le fichier final, a priori. Du coup, on va faire un photomontage un peu plus gai aussi, du coup. D'accord? Ça se trouve dans exercice Photoshop base, hein, et ça s'appelle la pub du fumeur. D'accord? Alors, de quoi on a besoin? Ça, c'est l'image arrivée. Vous voyez, c'est un truc un peu les campagnes de pub, le gars qui se fume la tête et tout ça. Hein, et on a en fait, on part sur 3 images. Une image de clope, une image de fumée et une image de fumeur. D'accord? Et donc, on va faire ensemble ça. Ça va? Mais du coup, il va falloir évidemment recréer la matière, parce que dans mon image de départ, je n'ai que ceci. Donc voilà, on va apprendre plusieurs trucs à la fois. Donc voilà, je commence par prendre image départ 31.3, qui se trouve donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans exercice Photoshop base, pub 3 fumeurs. 3 fumeurs. Oups. Voilà. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est je vais agrandir ma zone de travail. Ça s'appelle agrandir la zone de travail. Tout à l'heure, on a été dans image, taille de l'image. Hein, et vous avez vu, bah voilà, là je peux éventuellement agrandir mon image, etc. Mais en fait, soit a priori, c'est pas de ça qu'il est question. Je vais aller plutôt dans image, taille de la zone de travail. Alors la zone de travail, c'est en fait simplement comment expliquer ça? Simplement la quantité de pixels que j'ai, quel que soit, si vous voulez, mon image appliquée au départ. D'accord? Donc je vais d'abord décocher relative, si c'est le cas, et je vais vous montrer un tout petit peu l'interface ici, pour que vous la compreniez. Bon, d'abord j'ai la quantité de pixels, hein, 1000 sur 1003. Bon, ok. J'ai ici relative que j'ai décoché, et j'ai les options de positionnement. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je vous ai dit, je veux mettre des pixels au-dessus. D'accord? Donc, je vais cliquer ici, sur le point, et je vais mettre le point de référence en bas, puisque je veux mettre des pixels au-dessus. Ça va? Et alors, je vais me faciliter un tout petit peu la vie. Je vais lui dire, va me chercher une couleur qui soit déjà rouge. D'accord? Donc ici, vous voyez, couleur d'arrière-plan de la zone de travail. Je peux cliquer sur autre, aller chercher autre, 3 petits points, ici. Et simplement, bon bref, ce ne sera pas très efficace puisque j'ai une texture là. Mais enfin, bon, au moins ce sera déjà rouge et pas stupidement blanc. Je vais simplement aller chercher
ici, cliquer dans la zone pour que ce soit déjà un peu un rouge similaire. Hein. Donc ceux qui n'ont pas vu, je fais ça, couleur d'arrière-plan de la zone de travail, je vais sur autre, 3 petits points, et je clique ici. D'accord? Puis je fais OK. Là maintenant, je lui ai toujours pas dit ce que je veux. Hein. Il ne sait pas encore. Si je fais OK, il va pas modifier. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une hauteur de, je sais pas, peut-être 3000 pixels, un truc comme ça. Par exemple, je pense que 3000 devrait suffire. Et puis je fais OK. Voilà. Alors je vais revenir à 0, commande ou contrôle majuscule 0. Ouais, 3000 c'était vachement beaucoup. Hein. Du coup, je vous montre l'outil recadrage. Ça tombe bien. Voilà. Je prends l'outil recadrage. Quand je l'active, l'outil recadrage, instantanément, quand je vais chercher l'outil recadrage, instantanément, il l'active. Et donc, je suis prêt à couper de mon image, si vous voulez. Donc, je vais tout en haut et je prends ici, je descends et je vais me mettre ici à peu près. Je vais faire quelque chose comme ça, à peu près. Hein. J'ai juste besoin, finalement, d'un petit peu 3000 pixels. C'était énorme ce que j'ai fait. Et donc, je fais Enter pour valider mon recadrage. Est-ce que ça va? Tout le monde a suivi ça? Parce que j'ai peut-être été un peu vite. Personne ne se plaint, je continue. Alors, ici, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Ce photomontage ne peut pas tenir si je laisse juste ça comme ça, évidemment, vous vous en doutez. C'est là que je vais utiliser mon outil de sélection rectangulaire. Pourquoi? Parce que je vais juste sélectionner ces pixels-là. Alors, je vais un peu zoomer pour être précis. Hein. Je prends mon outil de sélection rectangulaire, je le mets en mode ajout à la sélection, on ne sait jamais. Il serait peut-être, je veux dire, en mode soustraire de la sélection, du coup vous feriez rien. Et donc je suis précis parce que je vais faire un raccord. Hein. Donc je me mets bien là, tac, et je descends, hein, et je fais rasibus aux cheveux du gars. Voilà, je fais ma petite sélection comme ça, je dézoome. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste faire une sélection en miroir, une modification en miroir, via une opération simple, qu'on n'a pas encore faite, mais qui est comme ceci. Calque, nouveau, calque par copier. D'accord? C'est commande ou contrôle J. Calque, nouveau, calque par copier. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait ceci. Hein, donc il me fait un duplicata des pixels qui ont été sélectionnés, hein, et il le met sur un autre calque. En fait, en apparence, évidemment, je ne vois rien parce qu'il les a juste mis exactement au même endroit. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais utiliser transformation manuelle. Là, transformation. Je vais faire juste là, transformation manuelle. Je vais l'activer. Donc, il fait le contour de mes pixels. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner ça. Oups. Ah oui, il y a un petit truc, c'est que là en haut, il y a la... Je vais annuler, parce qu'il y a un réglage que j'aime pas ici, regardez, c'est qu'il a conservé les proportions. Donc ça, je décoche. Et en fait, non, je ne peux pas faire ça comme ça, excusez-moi, je me suis trompé de méthode. Je garde, je fais Enter, je vais récupérer ma sélection si je ne l'ai pas perdue. Je fais commande ou contrôle-clic sur ma sélection ou cliquer ici, récupérer la sélection. Je me suis trompé de méthode. Je dois faire en réalité non pas une transformation manuelle, mais juste une symétrie pour en fait copier ces pixels en face. D'accord? Symétrie axe, c'est horizontal ou vertical, je ne sais jamais. C'est vertical? Ok, merci. Voilà. Vertical, et puis je prends mon outil ici, mon outil déplacement, et puis je peux de nouveau bien zoomer pour être sûr de mettre ça correctement. Tac. J'ai un petit magnétisme des pixels malgré tout en Photoshop qui me permet un peu de caler les pixels sur une zone. Ça va? Je fais Enter pour valider ou je désélectionne. Ça dépend un peu de ce que j'ai fait. Si là, je vois, il y a un petit raccord qui n'est pas génial. Donc, un truc intéressant à savoir, c'est que quand le calque ici est activé, hein, rien qu'avec l'outil déplacement,
je peux déplacer les outils qui sont sur, les objets qui sont sur le calque avec mes flèches de mon clavier vers le bas, une fois, deux fois, comme ça c'est bien. Je vois plus la ligne, c'est bon. Est-ce que ça va ça? Non. Est-ce que vous pourriez revenir à la dernière transformation Ouais. Eh ben, je vais même revenir ici. Pop, pop, pop. Où est-ce que j'étais? Voilà. Calque par copier, ça va? À l'endroit où j'étais, où j'ai fait le calque? D'accord. Bien. Donc j'ai ici le calque. D'accord. Il est actif. Je fais simplement édition, transformation, symétrie, axe vertical. Et puis je prends mon outil déplacement et je monte. Je peux appuyer sur la touche majuscule pour ne pas partir sur le côté, comme dans plein d'autres logiciels. Hein. Voilà. Et donc ici, bah, voilà, je suis raccord. Évidemment, ça fait un peu, c'est pas génial parce qu'on voit la liaison. Hein, je vais devoir peaufiner ça avec des outils de retouche, mais au moins j'ai la même structure. Ça va? J'ai le même matériel et je peux refaire cette opération que je viens de faire. Je peux dupliquer. Bah là, je vais vous montrer comment on duplique le calque. Un clic droit. Dupliquer le calque, je fais OK. De nouveau, il ne se passe rien en apparence. Je fais de nouveau édition, transformation, symétrie, axe vertical. Et je remonte encore une fois mes pixels. Alors, si on avait un tout petit peu de temps, je vous montrerai comment faire je rentrer dans les outils de retouche et peaufiner ces trucs-là. En fait, sachez que ça se ferait avec l'outil tampon de duplication. En même temps, bon, je pourrais aussi remplir avec du rouge ou des choses comme ça. Alors ici, pour me simplifier la vie, je vais aplatir l'image. Autre commande du menu calque, aplatir l'image, c'est-à-dire que tous les calques vont être rassemblés en un seul. Ça, c'est qu'il y a besoin de retoucher. Ouais. Donc ici, ou alors je fais fusionner les calques visibles, c'est exactement pareil. Voilà. Mais je veux me concentrer sur le photomontage et sur l'aspect un peu plus ludique des choses plutôt que d'être super précis. Voilà, maintenant je peux ouvrir, j'ai ma zone de travail, je peux ouvrir l'autre image qui est donc la fumée. Donc image départ 31-02. Je sélectionne tout, commande ou contrôle A, je copie, je ferme, plus besoin, je colle, commande ou contrôle V. C'est beaucoup trop grand. Donc, transformation manuelle de nouveau, édition, transformation manuelle. Je diminue, tiens, ici je touche même pas. Je diminue, je vais tout de suite sur le L, je pars sur la gauche. Regardez, ça diminue. Voilà, je monte un peu mon image. Voilà, je fais une rotation, j'en profite. L'axe de la montée de la fumée ne va pas dans le sens logique. Je fais une rotation comme ça. Je peaufine un petit peu. Hop, voilà. Bon, ok. Finalement, c'est un peu trop petit. J'agrandis. Vous voyez, c'est intéressant de rester en transformation manuelle, de faire juste ici transformation manuelle et puis d'être un peu libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Et je valide comme ça. Alors ici, c'est intéressant parce que, du coup, on se retrouve confronté à plusieurs choses. La première, c'est que je dois interagir entre les deux calques. J'ai ce calque 1 qui est stupidement noir. Alors, ce serait compliqué, mais on pourrait faire une sélection de la couche pour récupérer la fumée. Ça existe, d'accord? Mais on va faire un truc beaucoup plus simple, qui du coup va vous introduire à quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qui s'appelle les modes de fusion. Alors les modes de fusion, c'est quoi? Ce sont les rapports entre les calques. Et donc, a fortiori, dans ce cas-ci, le rapport entre le calque 1 et le calque d'arrière-plan. Donc les modes de fusion, ça s'appelle ici par le calque par la commande normale, le menu pop-up ici normal. Et c'est quoi? Eh bien, normal, c'est le rapport où les pixels du calque 1 sont opaques et masquent complètement l'arrière-plan. D'accord? Mais donc, il y a plein de façons d'interagir, et vous travaillerez certainement avec plusieurs de ces façons d'interagir entre les pixels ici. Regardez, par défaut, il est déjà en train de me prévisualiser ce que ça donne.
Mais du coup, j'ai même pas besoin de savoir ce que je dois faire, je vais juste prendre celui qui m'intéresse. Vous voyez? A priori, qu'est-ce que ça va être? Ben, plutôt, je sais pas, superposition par exemple. Incrustation, c'est dur parce que du coup, le noir travaille, donc ce sera plutôt superposition. Mais donc, pour vous expliquer un tout petit peu la logique de ces trucs-là, produit, c'est enlever le noir, pardon, enlever le blanc, et donc obscurcir, et superposition, c'est enlever le noir, c'est-à-dire éclaircir, et c'est ce que je vais faire, bien entendu, ici. Et le troisième mode, ici, incrustation, c'est un rapport 50-50. Lumière tamisée, par exemple. Bon, voilà, je vais faire superposition, ici. Hein, donc j'ai déjà quelque chose qui est à peu près utilisable. Je pourrais commencer à dupliquer ce calque pour lui donner plus de densité. Je pourrais commencer à faire plusieurs autres choses ici, comme ça. Il reste encore quelques minutes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore un petit peu l'agrandir. Commande ou CTRL T. Maintenant que je vois bien où je suis. Hop. Alors, vous voyez du coup que je vais dézoomer très fort, comme ça. Et peut-être que cette fois-ci, je vais pas nécessairement prendre mes, comment dirais-je, pas nécessairement prendre ma proportionnalité, parce que j'ai besoin que ce soit assez large en fait. Comme je regarde un peu, faut que ça ait l'air de quelque chose, quoi. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est le faire partir, disons à peu près d'ici. Comme ça, ou mieux. Et puis, je vais déformer les pixels. Je vais vous montrer comment on déforme les pixels pour faire correspondre en fait la fumée au crâne du mec. Donc ici, c'est un filtre. Alors ici, il y a une grande quantité de filtres en Photoshop qui sont tous plus rigolos les uns que les autres. Nous, on va utiliser un filtre qui est un des grands favoris des tutos YouTube parce que c'est drôle, on peut faire plein de trucs. On peut déformer la tête de Trump et tout ça. Mais donc voilà, fluidité, ça permet de faire quoi? Ça permet de déformer les pixels en interagissant avec eux, en les gonflant, en les étroitisant, ou en les poussant. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Fluidité. Alors ici, si vous êtes dans cette même fenêtre que moi, je vais l'agrandir. Vous devez déjà reprendre l'image. Ah oui, c'est ça. C'est l'opacité du fond qui doit revenir en arrière. Voilà, comme ça, sinon je ne vois pas ce que je fais. D'accord? Afficher le fond et puis mettre l'opacité à 100. Alors, je vais malgré tout travailler, si vous m'avez suivi, seulement sur le calque 1. D'accord? Je modifie, je vais faire fluidité sur le calque qui est sélectionné. Hein, comme si je faisais un réglage de densité ou de quoi que ce soit. Hein. Ça n'opère, une opération en Photoshop, ça ne travaille que sur le calque sélectionné. Alors ici, je vais m'amuser un peu, je vais faire, je sais pas moi, je vais regarder la taille du pinceau, je sais pas, un truc comme 200 pixels peut-être, on va voir, voilà, oui, 200 pixels, c'est peut-être un peu trop, 150, voilà, allez, 150 pixels, et donc par défaut, c'est le premier qui est sélectionné, qui s'appelle outil déformation avant, d'accord ? Les autres, ici, ici, les trucs intéressants, c'est contraction et dilatation. Sinon, bon, le reste, c'est un peu plus... voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste... les paramètres du fond empêchent l'affichage des modifications de l'image dans l'aperçu. Alors, je dois faire quoi? Ah oui, d'accord. Je dois prendre calque 1. Non, je dois prendre tous les calques. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, voilà. Bon, je dois laisser un petit peu d'opacité, en fait. Alors, je vais déjà annuler ce que j'ai fait. Je ne dois pas mettre l'opacité à 100%. Ça fait bien longtemps que j'ai pu travailler avec cet outil-là. Alors, contrario à ce que je vous ai dit, je pense qu'il faut mettre plus de pixels parce que ça me permet de modifier beaucoup de
toute la colonne à la fois. D'accord? Donc si je prends plutôt 400 pixels, donc vous pouvez faire commande ou CTRL Z chaque fois, hein, c'est pas... Et donc ici, du coup, je peux... Alors il faut un petit peu capter le truc, c'est que vous voyez à la fois l'original et ce que, donc en tout cas avec mes réglages, vous voyez à la fois l'original et ce que vous modifiez dans deux couleurs différentes. Hein. Donc ici, je pourrais afficher seulement le filet, seulement l'image. Vous voyez? J'aime pas trop afficher le filet. Mais donc comme ça, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Voilà, j'essaie d'avoir un truc plus ou moins vraisemblable, sans y passer 3 heures non plus. Comme ça. C'est juste pour la démo, après tout. Quand je suis content, je fais OK. Et voilà, j'ai donc dilaté mes pixels. Ça va? Alors je vais chercher maintenant la troisième image. Hein. C'est quoi? 31.1, je suppose. Ouais, c'est ça, 31.1. Du coup, dans cette image-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sélection au lasso. Comme ça, je vous montre aussi le contour progressif, qui est un truc assez intéressant en Photoshop. Je prends l'outil lasso, j'active le contour progressif et je le mets sur une valeur, je sais pas, ça dépend un peu. Je sais pas très bien combien il y a de pixels. Ouais, il y en a quand même beaucoup, donc on va mettre peut-être 10 pixels, un truc comme ça. Et je vais faire quoi? Je vais juste sélectionner le bout de la clope comme ça. Puis de nouveau, je copie. Alors vous voyez que la sélection, même si je fais une sélection toute pointue, la sélection avec contour progressif, comme je viens de faire, elle va en fait s'arrondir parce que c'est comme il y a comme un dégradé dans ma sélection. D'accord? C'est un mode de sélection un peu particulier qui est assez intéressant. Donc je colle ici mon bout de cendre, je le déplace avec l'outil déplacement. Bon ben donc il a créé un calque qui est le calque 2. Alors c'est de nouveau trop petit. Je fais CTRL T, j'agrandis, je chipote un peu pour que ça ressemble, pour que ça vienne. Vous voyez, c'est là que c'est intéressant évidemment de... Comment dirais-je? J'ai pas fait une super bonne sélection, vraiment pas. Du coup je vais vous montrer comment on rectifie. C'est intéressant de du coup se rendre compte que avec les éléments, avec les pixels en Photoshop, on peut être assez rapide, quoi. On peut vraiment bien travailler. Alors là, je vais utiliser l'outil gomme. Je vais mettre une dureté 0 et une épaisseur 50. Donc les options, là, vous voyez, hein, j'ai juste ici l'outil gomme, c'est là. Hein, la première gomme, pas les autres. Donc je fais quelque chose comme ça, je pense que 50 pixels ça devrait suffire, avec une dureté 0. Je vais juste effacer en fait les trucs qui vont pas, le petit rouge qui était venu dans ma sélection, d'accord? Je vais juste effacer en fait ce qui m'intéresse pas. Du coup je vais pouvoir encore peut-être agrandir, voilà, j'essaye d'améliorer ça comme ça. C'est du bricolage, mais voilà, comme ça, j'efface encore un tout petit peu ça, pour que ça ressemble un peu à quelque chose. Voilà. Et du coup, bon, on arrive un peu à la fin. Ben voilà, a priori, c'est quasiment fini, à part que il y a peut-être encore quelque chose à faire ici. Regardez, les modes de fusion qui vont nous permettre de changer ça. Ici, par exemple, ça c'est incandescent, c'est assez intéressant. Hein, densité, couleur, moins. Bon, on peut tester, hein. Ici où il y en a d'autres. Lumière vive, c'est pas mal aussi ça. Lumière vive, il est carrément... il brûle, quoi, c'est bien. Ça va? Densité, couleur, moins. Faut essayer, quoi.
Alors, juste, je vais m'arrêter maintenant avec ce fichier-ci, juste pour vous demander si vous avez envie d'avoir, si vous avez une question, ou si vous avez envie d'avoir, comment dirais-je, quelque chose d'un petit peu précis, enfin une référence par exemple, que je vous donne une référence par rapport à un problème un petit peu précis, genre, tiens, est-ce que vous avez des tutos sur la chromie ou comment on fait pour faire une retouche, est-ce que je peux vous guider par rapport à... Voilà, on a encore un tout petit peu de temps pour savoir ça, pour faire ça si vous voulez. Moi aussi. Moi, j'ai une... C'est pour elle, Ouais. pour elle que je fais ça. Vas-y. Moi, j'aimerais voir comment on passe du texte, un texte écrit, qui devient un objet ou qui devient un pixel. Et qui, du coup, il devient une image ou dans un calque. Ouais. Ça va. Bah, c'est assez intéressant ça. Ben, on va prendre cette image-là. L'outil texte, en fait, bah, de nouveau, c'est dynamique. Hein. On a les petits réglages qui viennent ici en haut. Je vais cliquer. Vous voyez, là, c'est énorme. Donc, je vais valider, puis je vais annuler. Donc, c'est trop grand. Donc, bah, je vais diminuer ma taille ici. Je vais mettre 72, par exemple. Wow, c'est même encore assez grand. Il tape lorem ipsum, en fait. Quand on clique avec du texte, il tape lorem ipsum. Bon, C'est voilà. du body text, enfin, c'est du Voilà. simulation de texte en latin. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Ben, déjà, je vais prendre quelque chose de très gras pour les besoins de la démo. Je vais mettre ça je vais prendre un truc majuscule pour avoir un peu de matière. Hein, voilà. Et je vais aller chercher ma palette caractères. Comme ça, je regarde un petit peu les paramètres. Ben, juste ici, il y a un espacement entre les lettres. Je peux le diminuer. Oula, ça c'est trop loin. Ça. Je vais essayer de mettre plutôt 0. Voilà, donc ici, ben j'ai quelque chose qui peut tenir la route. Hein. J'ai assez de place pour ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, la première chose, c'est que, comme tout calque équivaut à une sélection. Tout à l'heure, je vous ai dit, on récupère la sélection, etc. Ici, c'est ce qu'on va faire. On va récupérer la sélection de ce calque-là. Donc, je sélectionne le calque de texte que je viens de créer, hein, et je fais récupérer la sélection. Et il me dit de quel calque, comme c'était sélectionné, c'est ça, il est actif. Et je fais OK. Voilà, j'ai maintenant le tracé de mon texte qui est devenu une sélection. Alors ici, je peux un peu tout faire en fait. Hein. Je peux par exemple masquer mon calque de texte et, je sais pas moi, je peux imaginer faire une copie avec Fusion, par exemple, de ça, et je peux le coller dans un autre calque. Voilà, touc. Il se passe rien, fatalement, parce qu'il a été le mettre au même endroit, mais regardez ce que je peux... Regardez, du coup, voilà, j'ai la même matière que ça. Bon, ok, je peux faire ça. Je reviens en arrière. Oups. Je peux également laisser passer disons, les pixels de ce calque à travers leur sélection. Excusez-moi, je parle un petit peu mal. Si vous faites fond 0%, il ne se passe rien. Vous voyez, tout disparaît. Hein. L'opacité du calque, ça vous comprenez, c'est simplement, je vais masquer l'opacité de la fumée, hop, elle disparaît. D'accord ? Mais si je masque le fond du texte, ici, il disparaît également, mais si je lui fais un petit effet, par exemple un biseautage ou un truc comme ça, regardez ce qui se produit. Du coup, j'ai le tracé qui est opérationnel et qui revient, en fait, qui laisse passer les pixels, mais il y a juste l'effet que je mets. D'accord ? Donc je vais faire un autre effet, je vais faire, je sais pas moi, lueur interne.
Non, ça ne marchera pas. Contour, ombre interne, voilà, des choses comme ça. Donc c'est juste mettre fond. Incrustation couleur, c'est pas intéressant dans ce cas-ci, mais ombre portée, c'est marrant. Vous voyez? Ombre portée. Alors ça c'est bon, je vous montre les effets en 1 seconde et demie. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Il y a plein de fonctions. Hein. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. J'imagine plus ou moins que oui. Et du coup, ben, les pixels ici sont les pixels de ce texte, hein, qui était en noir, ont totalement disparu. Hein, le fond a disparu. Mais la matière reste. En fait, je peux l'utiliser aussi en homothétie, je peux le faire Oui, en... il est tout à fait... Bien, Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est encore du texte. Hein? Ah, tu peux quand même modifier Ouais. le LED. Ouais, c'est encore du texte. Et surtout, c'est dynamique. Donc, je le descends ici, hein, et donc il se marie avec les pixels de Et si on met l'arrière-plan. sous la fumée, entre calque 1 et l'arrière-plan. On va faire ça. Hop. C'est mieux, d'ailleurs, ça donne mieux de faire comme ça, effectivement. C'est plus esthétique. Moi, j'aurais une question beaucoup plus simple. Quand tu veux retoucher une image rapidement, est-ce que le fait d'employer dans Image, si je me souviens bien, parce que je l'ai plus en tête, quand tu vas sur Image, et qu'il y a les 3 ici, est-ce que tu les utilises, toi? Taille ici. Pardon, excuse-moi, c'est dans non, c'est dans Image. Ici, Ah, les 3 qui sont. tonalité. Est-ce que ces 3 raccourcis sont efficaces ou il vaut mieux éviter? Alors, en fait, je vais avoir une réponse de Normand. Ça dépend. Ça dépend. Non, Parce que ça quand dépend. j'emploie Il y a des... ça fonctionne bien, sauf quand je mets couleur. Alors, couleur, Il y a certains trucs qui marchent très bien. Faut en fait essayer parce que ça dépend si l'image en a besoin ou pas. En général, si ça manque de contraste, le contraste marche toujours super bien. Mais il vaut mieux aller dans le niveau à ce moment-là. Oui, mais alors on fait, alors dans niveau, ça va faire ce truc-là. Hein. On fait auto, mais aller dans options et faire accentuer le contraste par couche. Ah, ça je savais pas, tiens. Et c'est la même chose en fait que Ok. contraste. Ok. Le contraste automatique. Ouais, le contraste automatique, Oui. mais donc auto, mais en ayant vérifié qu'on est bien sur le contraste par couche, quoi. Voilà, c'est une façon, comme on veut, d'optimiser une couleur, une image. Voilà. Et juste pour la gomme, la dureté, donc dureté 0, si je Ça change veut dire- la dureté, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que ça n'attaque pas de façon 0 ou 1. Ah, D'accord? Ça attaque de façon progressive avec un aliasing. Ça, par Ok. contre, vous connaissez bien l'aliasing. Ça rend non, fou. parce que moi, je Ça rend fou. j'utilise rarement Photoshop. Mais... Non, non, mais Je comprends l'aliasing ce que tu chez dis, vous, hein, dans votre Bah domaine, oui. quoi. Ici, effectivement, si j'efface... Attends, en tampon. Là, j'ai pris, oui, j'ai pris le tampon, je voulais prendre la gomme, mais donc, nup. Hop, je suis fatigué, je fais n'importe Si quoi. tu fais 0, Ouais. il n'y a pas d'aliasing, c'est ça? Ouais. C'est un bornette. Voilà, Et puis voilà, donc, parce qu'on appelle. Et ça va voilà, jusqu'à comme combien, ça, du coup Ah oui, c'est comme 0. ça, 0, et si je fais dureté 0, effectivement, voilà. Ah oui, non, c'est là. Donc j'efface effectivement de façon progressive avec une densité ici en fait, hein, Ouais. depuis le centre jusqu'au bord qui va être en dégradé. Ah oui, depuis le centre. Ouais. Ça rend myope, tu vois. Ça rend flou et myope. Voilà, Pour éviter les ici. jaggies. Et aussi l'opacité de la gomme Ouais, c'est qui est à jouer. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question là. Hop. Alors, je vais revenir en arrière. Hop, hop. Voilà. Ici, comment je sélectionne les lettres? En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que un calque égale une sélection.
Une sélection égale un calque. Pourquoi un calque égale une sélection? Parce que quand j'ai un calque qui est actif ici, sélectionné, je peux en faire une sélection. Sélection, récupérer la sélection. D'accord? Et puis je fais OK, et j'ai effectivement l'ensemble des pixels qui sont sur ce calque qui sont sélectionnés. Si à l'inverse, je vais masquer tout ça, je vais sélectionner juste un tout petit bout. Voilà. Je vais sélectionner juste un tout petit bout du gars. Voilà. Comme ça. Je fais calque nouveau, calque par copier. Ah oui, je ne suis pas sur le bon calque, je dois me mettre sur l'arrière-plan. Calque nouveau, calque par copier. Eh bien, il a été faire un calque avec ma sélection. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une interaction entre les deux. Mais pour vous montrer les parallèles qu'on peut avoir avec différents programmes, les différences, les complémentarités, je vais prendre ces images quand je vous apprendrai TV Paint et je vous montrerai comment faire exactement la même chose ou proche dans TV Paint avec une logique différente. Bien. Bah écoute, moi je vais Pas aller d'autres voir, questions? Je sais pas, vous êtes tout le temps à 58. Ouais, je vais aller voir mes élèves en dessous. Tu as un BD? Quoi? Ta BD?